Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Alors bienvenue chez vous. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous, content de vous retrouver. Donc, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous en sciences humaines autour d'une belle question aujourd'hui, où va la Turquie? Avec un invité de qualité, je voudrais le remercier d'être présent. Je sais qu'il passe d'une conférence à l'autre, puisqu'il était pas loin de la Suisse hier, sur une conférence un petit peu sur des thématiques relativement proches. Donc Jean-Marc Hou, vous êtes directeur des relations internationales de Sciences Po Grenoble, donc vous êtes là un petit peu en voisin, puisqu'on invite parfois des gens qui travaillent pas loin de chez nous, et puis des gens qui viennent un petit peu plus loin. Vous êtes directeur du Master Méditerranée-Moyen-Orient, et vous êtes aussi chercheur associé à l'Institut français d'études anatoliennes, donc c'est un nom qui fait rêver. Pourquoi la Turquie? Alors je dois avouer que le choix de la Turquie, c'est dans un échange avec Laurent Bègle, le directeur de cette belle maison, en préparant le programme, on avait de nombreuses questions sur ce pays qui venait de connaître un coup d'État, et on a imaginé vous inviter à ce moment-là. Je dois aussi avouer que dans l'échange, en réfléchissant un petit peu, mon premier exposé en géographie à l'université, c'était il y a très 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 longtemps, le thème, je m'en souviens parce que je posais un peu les choses de façon forte sur la table, ça s'appelait « Géopolitique de la Turquie ». Mais depuis, les uns et les autres, on a continué à suivre ce pays, et on a l'impression que les choses se sont encore complexifiées. Donc on aura besoin de vous pour poser les choses, et je crois que c'est quelque chose que vous faites bien. Je signale d'ailleurs que il y a cette petite chose là qui est parue hier ou aujourd'hui, qui fait le point, donc Turquie vers un référendum constitutionnel décisif, et l'auteur est un certain Jean-Marc Hou. Donc j'imagine que c'est bien vous. Donc la question kurde, toujours. La Syrie, les migrations, les drôles de partenariats avec l'Europe, moi je les qualifierais comme ça. L'Europe encore, même si. La corruption, on en parle, mais évidemment pas qu'en Turquie. Les grands procès pour complot. La présidentialisation, c'est un de vos termes, donc je me suis permis de le reprendre. De loin, on a l'impression d'un pays sous pression, avec un référendum constitutionnel décisif, je reprends vos mots, hein, qui devrait faire du président l'instance dominante. C'est étonnant ce choix-là, et donc c'est un référendum qui arrivera dans quelques mois, me semble-t-il. Voilà. Le 9 avril. Voilà, le 9 avril. Alors, en plus, ce que j'ai pu noter dans des placements de l'autre côté de la Méditerranée, et de façon peut-être un peu plus positive sur la Turquie, c'est tout ce qui est aujourd'hui turc dans des pays comme le Maroc est très à la mode, que ce soit la restauration, que ce soit les vêtements, que ce soit la destination. Quand vous posez à des étudiants la destination qui les fait rêver, c'est Istanbul. Donc c'est intéressant de voir aussi cette influence dont on n'a peut-être pas la mesure quand on est ici en France et qu'on regarde cette actualité avec un œil peut-être un peu orienté. Voilà, alors la question qu'on va vous poser, Jean-Marc Hou, c'est évidemment celle que vous avez préparée. Où va la Turquie? Alors ce pays qui, d'après vous, mange ses enfants, un pays qui mange ses enfants, est-ce que la Turquie est condamnée à un avenir conservateur, nationaliste et autoritaire? C'est une façon pour moi de vous provoquer un petit peu, et je vous rappelle que vous avez une demi-heure, c'est le principe d'Avenue Centrale, rendez-vous en sciences humaines. Voilà, merci beaucoup de votre présence, et à vous maintenant pour une petite demi-heure.
Très bien, merci. Merci, chers collègues, de cette introduction qui lance le débat. Effectivement, l'Institut d'études anatoliennes, dans lequel j'ai passé 4 ans il y a quelques années, fait rêver, non fait rêver probablement. En même temps, c'est vrai, vous le disiez, la Turquie fait rêver, ou a fait rêver ces dernières années autour de la Méditerranée. Vous vous souvenez sans doute qu'on a même parlé au moment des printemps arabes, au début des printemps arabes, notamment après la chute d'Hosni Moubarak en Égypte, d'un modèle turc. Alors bien sûr, les feuilletons turcs sont toujours très regardés. J'ai toujours un succès fou quand je présente une slide sur ces feuilletons, en particulier sur le feuilleton Gümüş ou Nour, quand je fais des cours dans le monde arabe. En même temps, ces derniers temps, la Turquie fait un petit peu moins rêver, c'est vrai. Hein. De là ce titre « Où va la Turquie ?» Je vais essayer d'être bref parce que c'est un sujet complexe et actuellement particulièrement prisé, où il y a beaucoup à dire. Et simplement peut-être commencer en vous rappelant quelques bons souvenirs, c'est-à-dire votre exposé sur la géopolitique de la Turquie. Vous l'avez retrouvé ? Parce que, effectivement, pour poser quelques données un petit peu générales, voilà la Turquie dans son environnement régional. C'est un pays qui est, de ce point de vue-là, qui a une position, effectivement, géopolitique et géostratégique extrêmement intéressante, hein, puisque c'est un pays qui est entre 3 zones, finalement, complexes. Les Balkans, où d'ailleurs l'Empire ottoman a été très présent, qui a été une des grandes zones de développement, une des premières zones d'ailleurs de développement de l'Empire ottoman, dès le XIVe siècle notamment. Et deuxième zone, le Caucase. Et troisième zone, c'est bien évidemment le Moyen-Orient, le Proche-Orient, plus précisément ce que les Français appellent le Proche-Orient. Mais si on regarde bien, c'est aussi un pays qui a la particularité d'avoir un débouché sur 2 mers, hein, la mer Noire et la mer Méditerranée, enfin la mer Égée et la mer Méditerranée, qui en outre, bien évidemment, contrôlent les détroits que vous voyez ici, hein, détroit du Bosphore qui traverse la ville d'Istanbul et détroit des Dardanelles. Effectivement, il s'agit d'un pays qui a une position géopolitique importante. D'ailleurs, je dirais que dans ces alliances internationales, la Turquie fait quand même toujours partie de l'OTAN, hein, et notamment pendant la guerre froide, hein, cette position géopolitique exceptionnelle a toujours été très prisée et la Turquie a su vendre en quelque sorte cette position à ses alliés occidentaux. Alors, pour en venir à quelques données économiques et sociales contemporaines, c'est un pays dit émergent, 16e, 17e, 18e économie mondiale, qui a connu une très forte croissance au cours des années 2000, hein, près de 7%. Cette croissance, un peu comme dans beaucoup de pays émergents, s'est tassée ces dernières années. Bon, elle est estimée à l'heure actuelle à un peu plus de 3% pour l'année 2016. En revanche, quand vous regardez le PIB par capita, et notamment le classement, hein, du pays en PIB par capita, vous apercevez qu'il y a déjà un premier creux, une première différence qui montre qu'effectivement, sur le plan de la vie quotidienne, hein, sur le plan du cadre de vie, effectivement, ce pays se classe beaucoup plus loin. Inflation de 8%. De la même manière, quand vous regardez l'indice du PNUD, c'est-à-dire l'indice de développement humain, hein, qui est un rapport entre le PIB par capita, l'espérance de vie et le taux d'alphabétisation, vous apercevez là aussi, hein, que la Turquie est à la 60e place, hein, et non pas dans les toutes premières places. C'est un peu le même rapport quand on regarde des pays comme le Brésil, pays émergents comme le Brésil, on a une économie globalement forte, importante, et puis ensuite, quand on regarde, hein, le cadre de vie, la vie quotidienne et la qualité, en quelque sorte, de vie, on s'aperçoit que voilà, le Brésil est à peu près dans le même rang, hein, au niveau de l'indice de développement humain. La population à l'heure actuelle est estimée à un peu plus de 80 millions d'habitants si on compte,
le fait que la Turquie a près de 3 millions de réfugiés, principalement syriens, sur son sol. Intéressant aussi est l'indice de fécondité, 2 enfants par femme, un peu plus de 2 enfants par femme, c'est le même indice que l'indice français, et on comprend que M. Erdogan puisse inciter les Turcs, dans beaucoup de ses discours, à faire au moins 3 enfants, parce qu'on s'aperçoit effectivement que concrètement, dans les chiffres, elles n'en font pas, elles n'en font plus 3. Voilà, alors quelques données internationales, je dirais qu'un des axes de la politique étrangère turque, c'est son alliance ancienne avec les Occidentaux, notamment c'est une alliance qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale. Mustafa Kemal Atatürk avait mené une politique plutôt d'indépendance nationale, en se méfiant de l'impérialisme des grandes puissances. En revanche, après la Deuxième Guerre mondiale, et ça pour des raisons qui tiennent à la guerre froide, l'importance de l'Union soviétique notamment, la Turquie a fait évoluer sa politique étrangère et a conclu une alliance qui était les colonnes vertébrales de sa politique étrangère jusqu'à présent, une alliance forte avec les Occidentaux, membre fondateur de l'OCDE, membre de l'OTAN depuis 1952. Elle a suivi un petit peu aussi, elle a été associée de près ou de loin à toute l'aventure de la construction européenne, justement dans ce cadre initial de la guerre froide. C'est un accord d'association en 1963, déposé sa candidature en 1987. Elle a un accord d'union douanière qui a été négocié en 1995, ce qui veut dire que d'ailleurs, lorsque la Grande-Bretagne sera sortie de l'Europe, elle aura une relation moindre que la Turquie sur le plan économique avec l'Europe. Et sa candidature a été officiellement reconnue en 1999 et les négociations ont été ouvertes en 2005. Ceci dit, ces négociations, ouvertes maintenant depuis plus de 10 ans, patinent, et on peut dire que depuis 2010 d'ailleurs, elles sont entrées dans une phase de gel, de veille, même si elles ont été ravivées un petit peu de façon paradoxale l'an dernier dans le cadre de la crise des réfugiés. Voilà encore la Turquie dans son environnement régional, voilà, l'Europe, les Balkans, l'Asie centrale, le Caucase, et puis le Moyen-Orient, et plus généralement le monde arabo-musulman. Mais ce que je voudrais, avant d'aborder des problèmes très concrets, c'est vous donner quelques éléments de politique intérieure, quelques données de politique intérieure. La Turquie est un régime effectivement pluraliste depuis l'après-guerre, caractérisé par un déroulement régulier d'élections nationales, puis d'élections locales. Il y a une vraie vie politique de longue date avec une sorte de culture électorale, je pourrais y revenir, mais effectivement des problèmes en matière d'état de droit, de représentation, d'état de droit et de liberté. En plus, effectivement, on a un régime parlementaire qui s'est installé depuis justement la fin des années 40, mais également, il y a eu 4 interventions militaires en 60, 71, 80, 97 et un coup d'État manqué l'année dernière, mais qui est d'une nature un petit peu différente, on va y revenir. Ceci dit, à l'heure actuelle, depuis 2002, le régime politique se caractérise par le fait que l'AKP est au pouvoir, effectivement, et depuis 2007, 4 partis sont représentés au Parlement. Ces 4 partis, vous voyez leur logo ici, c'est l'AKP. L'AKP, donc le parti de Recep Tayyip Erdogan, ce qu'on appelle en turc le CHP, c'est-à-dire Parti républicain du peuple, les kémalistes, donc vous voyez le blason ici avec les 6 flèches qui représentent les 6 principes du kémalisme. Le HDP, le HDP, le HDP, c'est le Parti démocratique des peuples. Je vais simplifier beaucoup en disant que c'est le parti kurde, parce que ce n'est pas tout à fait ça, vous le verrez, si on revient sur ce point. Et enfin, le MHP, MHP,
c'est le parti du mouvement nationaliste, c'est-à-dire l'extrême droite, le parti nationaliste. Alors ce régime parlementaire, il faut savoir qu'il est devenu un régime semi-présidentiel, en réalité dans les faits, depuis 2014, c'est-à-dire depuis l'élection de Recep Tayyip Erdogan à la présidence de la République pour la première fois au suffrage universel. Le Premier ministre a changé l'année dernière, il s'agit de Binali Yildirim, depuis mai 2016. Dernières élections législatives ont eu lieu en 2015, mais il y a eu deux mouvements électoraux, un premier en juin 2015, qui avait débouché sur le premier revers de l'AKP, qui avait perdu sa majorité absolue, et finalement des élections législatives anticipées le 1er novembre 2015, qui ont été gagnées par l'AKP, qui a récupéré sa majorité absolue. Ceci dit, ce qu'on observe également, politiquement, c'est une rigidification du régime politique, notamment depuis 2010-2011, avec une forte personnalisation du pouvoir, une tendance à la présidentialisation et une régression de liberté fondamentale. On va y revenir. Voilà quelques figures de proue du régime. Recep Tayyip Erdogan, donc le président dessous Binali Yildirim, qui est un de ses fidèles parce qu'il l'a côtoyé à la mairie d'Istanbul, notamment c'était un directeur des services techniques, des services des autobus de mer. Il a été surtout ministre des Transports de Recep Tayyip Erdogan après 2002, et c'est un peu l'homme des grands travaux. Le 3e pont, le 3e aéroport, c'est un peu lui. Et donc c'est un homme pragmatique, on va le voir, qui est là justement pour servir les projets politiques de Recep Tayyip Erdogan. À côté, le gendre Berat Albayrak, qui est ministre de l'énergie, et surtout à droite, Ibrahim Kalin, qui est un des principaux conseillers du président, qui écrit d'ailleurs beaucoup dans la presse. Vous pouvez trouver ses éditoriaux dans le Daily Sabah régulièrement, et qui reflètent un peu directement ce que pense la présidence. L'opposition, ténor de l'opposition, eh bien voilà une série de personnages clés de la vie politique, turque également. Le leader du plus grand parti d'opposition, du parti kémaliste, Kemal Kılıçdaroğlu, qui est, il faut le noter, originaire de Tunceli Dersim, donc c'est un Alevi, c'est un Kurde Alevi, et il est leader effectivement du parti kémaliste depuis 2010. Dessous, Devlet Bahçeli, qui est le leader du parti nationaliste. On pourrait d'ailleurs se demander s'il est toujours vraiment dans l'opposition. Les semaines à venir nous le diront, parce qu'il vient de débloquer justement le phénomène de présidentialisation en soutenant le projet constitutionnel du président. Et il y a là tout un mystère. Pourquoi Devlet Bahçeli a-t-il accepté, justement, alors qu'il s'y était opposé par le passé, de soutenir ce projet présidentiel? Ensuite, à votre droite, vous avez deux leaders, les co-leaders du parti kurde, du parti HDP, Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdağ. Je signale que le parti HDP, vous allez le voir, est le 3e parti au Parlement. Et ces deux co-leaders, en réalité, sont actuellement, c'est très important à savoir, depuis le mois de novembre, emprisonnés. Ce qui vous donne une idée justement du statut actuel du parti kurde, effectivement reconnu, présent au Parlement, mais dont plus de 10 de ses députés, il en a 59 à l'heure actuelle, sont actuellement emprisonnés sous accusation de collaboration avec des organisations terroristes. Enfin, Metin Fezioğlu, c'est une personnalité importante parce qu'il dirige le barreau des avocats turcs, membre effectivement du parti kémaliste et connu pour être un peu une des bêtes noires du président, notamment puisqu'il s'est confronté à lui à plusieurs reprises, en particulier en 2014 dans une mémorable algarade, je dirais, au Conseil d'État qui est resté sur les réseaux sociaux. Voilà un petit peu comment la Turquie vote. Je pourrais revenir sur le système électoral de la Turquie, en tout cas comment elle a voté
en novembre 2015. Vous avez les partis majoritaires dans les différents départements kurdes, puisque c'est une proportionnelle départementale. Et vous avez en rouge les kémalistes, en jaune l'AKP, le parti au pouvoir, et en violet le parti kurde. Donc vous voyez sa forte représentation effectivement dans le sud-est, mais il est également très présent dans les grandes villes. Il a des députés dans les grandes villes. Et puis il ne faut pas oublier aussi que dans le sud-est, l'autre grand parti, même s'il n'apparaît pas parce que enfin, l'autre parti qui existe, il n'y a que 2 partis dans le sud-est kurde, c'est effectivement le parti HDP, mais aussi l'AKP. Voilà la représentation globale des députés au Parlement, et j'en viens donc rapidement à ma démarche, mon axe de réflexion. Donc peut-être 3 axes, hein, mes axes de réflexion, 3 axes. Tout d'abord, revenir un petit peu sur ce coup d'État qui a ébranlé, effectivement, qui a surpris d'ailleurs tout le monde en juillet dernier. Ensuite, évoquer la situation actuelle, c'est-à-dire la situation post-coup, et en terminer en évoquant cette fois le positionnement régional, international de la Turquie, puisque ça a dû vous frappé ces dernières semaines, notamment la conférence d'Astana, la Russie et la Turquie côte à côte pour proposer des solutions à la crise syrienne. Alors d'ailleurs, même que sur la crise syrienne, elles ne sont pas tout à fait dans le même camp. Donc tout ça mérite quelques explications, comme d'ailleurs le fait que la Turquie intervienne dans le nord de la Syrie depuis le mois d'août dernier. Alors, coup d'État manqué de juillet 2016. Coup d'État manqué de juillet 2016, vous voyez cette photo évocatrice entre un civil et un militaire qui se disputent un fusil et qui reflète les affrontements qui ont été le lot de ce coup d'État. Que s'est-il passé exactement? Effectivement, il y a eu un coup d'État violent. Principalement qui s'est déroulé à Ankara, Istanbul, dans la nuit du 15 au 16 juillet, soulèvement de régiments de chars, d'hélicoptères, et surtout, notamment, d'éléments importants de l'armée de l'air. Prise de contrôle de points névralgiques, notamment les deux ponts du Bosphore, l'aéroport d'Istanbul, qui a été bloqué pendant quelques heures, et la radio-télévision publique, ce qui d'ailleurs n'a pas servi à grand-chose, parce qu'en réalité, peut-être sur le plan médiatique, c'est une chaîne privée, d'ailleurs une chaîne privée d'opposition qui a joué un rôle majeur, puisqu'elle a permis à Recep Tayyip Erdogan de s'exprimer pendant le coup d'État, ce qui a permis d'ailleurs aux journalistes de lui rappeler le fait que des journalistes d'opposition, en quelque sorte, lui avaient sauvé la mise pendant le coup d'État. Ça s'est traduit également, ce coup d'État, par des bombardements de plusieurs institutions clés, comme le Parlement, le siège des services de renseignement, le MIT, la présidence de la République, et puis surtout, et c'était probablement l'un des éléments clés de ce coup, la tentative de capture de Recep Tayyip Erdogan qui se trouvait en vacances à Marmaris, dans la cité balnéaire de Marmaris sur la mer Égée, et par la suite tentative d'arraisonnement de son avion. Le coup d'État s'est traduit par des affrontements entre civils et militaires qui ont fait près de 300 victimes. Alors, qui sont les auteurs de ce coup? Vous savez que les auteurs de ce coup, le personnage central qui est évoqué, qui est mis en accusation d'ailleurs par le régime, c'est effectivement Fethullah Gülen. Bon, il est probable d'ailleurs qu'au-delà de Fethullah Gülen, il y a eu tout un spectre d'adversaires effectivement résolus de Recep Tayyip Erdogan, en particulier des militaires de la vieille garde laïque, des opportunistes, bien sûr, comme toujours dans ces cas-là, et des cadets, les cadets, effectivement, des académies militaires ont participé. Alors, néanmoins, c'est effectivement au mouvement Gülen qui a joué un rôle central, en particulier ce qu'on appelle le hizmet en turc, c'est-à-dire
le service, d'autres l'appellent le djemat, c'est-à-dire la confrérie. Qui est Fethullah Gülen? C'est un imam turc qui est réfugié ou exilé aux États-Unis depuis la fin des années 90, qui a joué un rôle très important dans la prise de pouvoir de l'AKP, en particulier au travers des grands procès, des procès pour complot que vous évoquiez, ce qui amène à dire d'ailleurs que toutes les purges auxquelles on assiste ne sont pas vraiment nouvelles. C'est pour ça que je parlais d'un pays qui avale ses enfants, parce que finalement, depuis près d'une dizaine d'années, depuis 2007, 2008, disons, janvier 2008, la Turquie, finalement, est dans des vagues d'arrestations, et on a l'impression que, finalement, ceux qui étaient les accusateurs, les procureurs, progressivement passent dans le box des accusés et remplacent en fait ceux qui étaient les accusés, qui pour un temps, effectivement, sont dans une position meilleure et puis qui d'un seul coup se retrouvent à nouveau accusés. Donc il s'agit effectivement d'un règlement, on a bien l'impression qu'il y a là un règlement de compte, principalement un règlement de compte interne, qui remonte au moment où la brouille effectivement entre Fethullah Gülen et l'AKP a éclaté. Elle a été sensible à partir de 2010-2011, mais elle a vraiment éclaté au grand jour avec ce procès, cette grande affaire de corruption de décembre 2013. Et depuis, effectivement, la situation, depuis, il y a eu des purges également très importantes en 2014. Pourquoi ce coup d'État a-t-il échoué? Probablement parce qu'il n'avait pas véritablement un soutien important dans la société. Mais je voudrais surtout insister sur le fait que c'est un coup d'État différent des autres coups d'État, parce que dans les autres coups d'État, l'armée était intervenue, mais l'armée en tant qu'institution. Alors là, c'est une fraction interne de l'armée. Ce n'est pas l'institution militaire qui a véritablement pris l'initiative de ce coup d'État, puisque d'ailleurs le chef d'état-major a été pris en otage par les putschistes. Ce coup d'État a échoué parce qu'il y a eu un contre-coup organisé finalement principalement par l'AKP et par les partisans de Recep Tayyip Erdogan. Ce coup d'État a échoué parce qu'il n'a pas eu véritablement de soutien, comme je le disais, en Turquie même. Tous les partis d'opposition, kémalistes, les nationalistes et les Kurdes ont pris parti contre ce coup d'État, et également parce que ce coup d'État n'a pas eu finalement de soutien internationaux. Assez rapidement, la plupart des grandes organisations internationales, alors les pays ont dénoncé le coup d'État en ordre dispersé, on a fait des analyses par la suite très sophistiquées sur cette dénonciation du coup d'État, mais enfin pas d'appui. Et même ce qui a succédé au coup d'État, c'est une unanimité politique qui était finalement assez équivoque, avec d'ailleurs des grands meetings d'unité pour la démocratie retrouvée. Vous voyez, ici, alors, il y a eu un meeting organisé par les kémalistes tout de suite à Taksim, au lendemain du coup. Et puis, il y a eu un grand meeting, vous voyez ici, rassemblant plus d'1 million de personnes à Yenikapı, à Istanbul. Rencontre au sommet des leaders politiques, mais on a senti finalement déjà poindre des désaccords. Puis surtout, ce qui a été, je dirais, assez équivoque dans cette affaire-là, c'est que tout de suite, les Kurdes ont été, le parti kurde, pourtant représenté au Parlement, comme je le disais, a été exclu de cette unanimité. Situation post-coup, perspective politique actuelle. Vous voyez, cette image, elle reflète un petit peu la dureté des débats au Parlement turc, parce que si vous regardez bien, cette députée turque qui parle au perchoir, finalement, du Parlement, si vous la regardez bien, vous verrez qu'il y a une menotte qui l'enchaîne au micro du perchoir. Elle s'appelle Aylin Nazlı Aka, pour originalité d'être non seulement une députée d'opposition, mais en plus une opposante, enfin une dissidente, disons, dans son propre parti d'opposition, puisqu'elle est à l'heure actuelle sous le coup d'une procédure disciplinaire à l'intérieur du parti kémaliste. Cette photo a été prise il y a une dizaine de jours, avant d'en venir au débat, je dirais, au Parlement turc qui ont précédé finalement l'adoption de ce projet constitutionnel qui doit encore passer en référendum.
le coup d'État a été suivi par une répression très importante. Et vous avez ici quelques remarques sur cette répression. Ce qui est quand même très important, c'est que très rapidement, bon, il était logique qu'on réprime un coup d'État. Ce qu'il est moins, c'est qu'on s'est aperçu que cette répression tirait très large. Hein. Plus de 100 000 personnes inculpées. Alors l'objectif déclaré était effectivement de punir les putschistes, mais aujourd'hui, tous les secteurs de la société sont touchés. Non seulement l'administration, d'ailleurs, la police, l'armée, la justice notamment, mais également l'éducation très largement. Beaucoup d'abus ont été signalés, des dénonciations, et tout ça génère d'ailleurs des réformes, hein, un recadrage, un reformatage de l'administration, avec des recrutements faits à la hâte, hein, pour remplacer les gens que l'on a licenciés. On peut en voir les résultats d'ailleurs, parce que l'administration turque au cours des dernières années a été beaucoup secouée, hein, justement par d'autres purges, comme je le disais. Hein, vous avez peut-être pu observer qu'il y a eu l'assassinat il y a quelques semaines de l'ambassadeur de Russie. Eh bien, l'auteur de l'assassinat était un policier lui-même, hein, qui a réussi à franchir les barrages de sécurité. Il y a eu une réforme très importante de l'armée, hein. Donc c'est la fin de ce contre-pouvoir militaire, qui était l'un des derniers contre-pouvoirs, l'apparition finalement d'un État AKP, et surtout, je dirais que depuis l'automne, le régime a engagé finalement une réforme constitutionnelle qui vise à transformer le régime parlementaire devenu semi-présidentiel en véritable régime présidentiel. C'est là où finalement le Parti nationaliste a joué un rôle déterminant, parce qu'il a justement aidé à la procédure. Il a permis justement au gouvernement d'obtenir 339 députés sur les 550, hein, que compte le Parlement, et donc cette procédure va lui permettre de proposer un référendum. Alors je reviendrai sur... Il vous reste 5 minutes. Il me reste 5 minutes. Je reviendrai peut-être sur cette nature présidentielle, ce que veut faire le régime, sur ceux qui soutiennent, sur ceux qui ne soutiennent pas. Je veux simplement, avant d'aborder quand même un petit peu les problèmes internationaux, insister sur la fin du processus de paix avec les Kurdes, qui a créé une situation effectivement de tension sans précédent, hein, dans les départements kurdes au cours de l'année écoulée. Et ne pas oublier aussi d'insister sur la situation actuelle de la Turquie, fragilité politique, fragilité économique. La Turquie est un pays qui a vécu plus de 50 attentats, hein, depuis le début de 2015. Bon, on a parlé des grands attentats à Istanbul et Ankara, hein, qui sont des attentats commis par Daesh, d'ailleurs désormais revendiqués, parce qu'ils n'étaient pas revendiqués jusqu'à présent, hein, et par une organisation kurde extrémiste, terroriste, qui est les faucons de la liberté du Kurdistan, notamment, qui sont illustrés par les attentats à la fois à Ankara en février-mars et plus récemment à Istanbul à la fin de l'année 2016. Oui, l'attentat du Reina Club, dont vous avez entendu parler, probablement par Daesh, qui a un mode opératoire assez comparable à celui du Bataclan à Paris. Et il y a également, on pourra en reparler, une situation économique qui est en train de se dégrader. Alors je voudrais surtout terminer par quelques mots sur le positionnement régional international de la Turquie. Vous voyez ici une photo du Premier ministre avec Joe Biden, l'ancien vice-président américain. D'abord, il y a une opération qui a permis à la Turquie de revenir en quelque sorte dans la crise syrienne, cette opération bouclier de l'Euphrate, menée depuis le 24 août 2016. Elle vise effectivement à empêcher, à la fois à chasser Daesh de la frontière turque, hein, effectivement. Vous voyez ici, justement, il faut regarder entre les deux zones kurdes, hein, sur la rive ouest de l'Euphrate. Tout se joue sur la rive ouest de l'Euphrate. Bon, je pourrais y revenir peut-être plus en détail par la suite.
hein, mais elle vise aussi à empêcher la jonction des zones kurdes. On pourra revenir dans les détails sur la carte sur cette affaire-là. Surtout à l'heure actuelle, la Turquie a réussi à revenir finalement dans la crise syrienne et elle a pris des initiatives, notamment avec la Russie, l'Iran, et notamment pour essayer de favoriser une résolution de cette crise syrienne avec cette conférence d'Astana. La politique étrangère de la Turquie à l'heure actuelle est assez curieuse et pas sans contradiction. C'est ce que le Premier ministre turc appelle la politique du plus d'amis que d'ennemis, après la politique du zéro problème avec nos voisins d'Ahmed Davutoglu. Donc on normalise ses relations avec la Russie, avec Israël également. On s'est rapproché depuis l'année dernière de l'Arabie Saoudite. La grande question, et j'en terminerai par là, c'est la relation avec les alliés occidentaux. Relation avec les alliés occidentaux et notamment ce que va donner la nouvelle présidence Trump. Recep Tayyip Erdogan s'est réjoui de cette élection de Donald Trump et il y a une sorte de processus incantatoire depuis novembre dernier qui dit que tout va aller mieux avec les États-Unis depuis qu'Obama est parti. On s'aperçoit que ce n'est probablement pas sûr, hein. La Turquie s'est inquiétée des livraisons d'armes par les États-Unis aux Kurdes syriens. Elle a été bien sûr choquée et surprise par l'interdiction d'accès du territoire américain aux ressortissants de 7 pays. Et donc les États-Unis d'ailleurs et la Turquie, les deux présidents n'ont toujours pas dialogué, ils doivent dialoguer cette semaine au téléphone. Et donc on en saura plus sur cette alliance, sur ce que devient finalement l'alliance occidentale de la Turquie, qui n'est pas simplement une alliance avec les Américains, mais aussi une alliance avec les Européens, puisque le problème qui se pose, c'est bien évidemment, je pourrais en reparler aussi, celui de l'avenir de la candidature de la Turquie à l'Union européenne, puisque je dirais qu'en automne, on a vécu l'un des développements les plus difficile des relations entre la Turquie et l'Europe, hein, et que finalement ces relations n'ont jamais été aussi dégradées. Voilà, les enjeux à venir, c'est bien sûr, vous voyez une carte élargie là, des forces en présence en Syrie et en Irak, c'est bien sûr l'avenir de cette opération militaire de la Turquie en Syrie, qui ressemble fort à un engrenage depuis quelques semaines, et le rôle de la Turquie également dans le nord de l'Irak, avec actuellement les tentatives qui sont faites pour reprendre la ville de Mossoul. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.